Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflect TV. Si vous nous rejoignez, vous suivez Entre deux news, émission dans laquelle nous abordons des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique ivoirienne et de l'actualité internationale. Dans la première partie de ce numéro, nous aurons une interview exclusive avec l'honorable Basile Junior Gwali Dodo, figure du RHDP et ancien porte-parole du PDCI RDA. Nous discuterons avec lui des enjeux cruciaux de la présidentielle ivoirienne de 2025 et des perspectives politiques de la Côte d'Ivoire. La seconde partie opposera deux perspectives autour de la candidature de Jean-Luc Bion pour la présidentielle ivoirienne de 2025. Un débat à ne pas manquer entre Dr Ousmane Chérif, analyste politique, membre du bureau de la JPDCI et président du REMENCI, qui sera face à Guy Tressia, journaliste et conseiller en communication. Tout de suite, place à la première partie. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je tiens à rappeler que vous êtes coordonnateur régional adjoint du RHDP dans le Haut-Sassandra, c'est ça? Exactement. Au vu de la polarisation actuelle, pensez-vous que le RHDP, votre parti, peut réussir à rallier les électeurs indécis ivoiriens en 2025? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Jusqu'à présent, le RHDP, c'est le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est le parti qui rassemble tous les Ivoiriens. C'est le parti le mieux implanté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, pour rassembler les électeurs, pour rassembler tous les Ivoiriens, il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous allons plus le faire bientôt. Nous sommes là, jusqu'à présent, nous sommes en train de demander à nos primo-votants de venir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, le RHDP, c'est le parti majoritaire. Nous avons le plus grand nombre de députés, nous avons le plus grand nombre de conseillers municipaux, nous avons le plus grand nombre de conseillers généraux, nous avons le plus grand nombre de sénateurs. Et ces sénateurs sont implantés dans toute la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des sénateurs, j'allais dire, reclus dans une partie de la Côte d'Ivoire. Ce sont des sénateurs, des députés, des élus qui sont dans toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ainsi de suite. Donc pour vous, le RHDP fait toute la couverture nationale? Toute la couverture nationale. C'est le plus grand parti et le parti le mieux implanté dans notre pays. Et comment répondez-vous à ces critiques de l'opposition politique qui affirment notamment que le RHDP a déjà un fort contrôle sur l'institution électorale? Mais ça, c'est ce qui se dit, c'est ce qu'ils aiment dire. Donc laissons à l'opposition dire des choses, c'est le comportement d'opposants. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la commission électorale est une commission électorale indépendante. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle est indépendante? Mais écoutez, jusqu'à présent, depuis 2010, la commission électorale a fonctionné ainsi. C'est la commission électorale qui gère les élections et elle a toujours été indépendante. Elle n'influence pas. Ce n'est pas la commission électorale qui influence les électeurs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et qu'est-ce qui influence les électeurs alors? Oui, non, mais ce sont les partis politiques qui travaillent dans l'esprit des électeurs à l'effet de voter pour eux. Ce n'est pas la commission électorale qui influence les électeurs. Bien, nous allons maintenant aborder le deuxième point de cette interview, révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Comment garantir que la révision de la liste électorale ivoirienne soit réellement inclusive? Mais c'est une révision qui est véritablement inclusive. Comment garantir? Mais tous les partis aujourd'hui, tous les partis qui veulent aller en 2025 sont sur le terrain pour mobiliser les Ivoiriens à l'effet de se faire inscrire sur la liste électorale. Aucune exclusion, selon vous? Aucune exclusion, tous les partis sont concernés. Aujourd'hui, tous les partis, les présidents des partis sont sur le terrain. Nous-mêmes, au niveau du RHDP, nous sommes sur le terrain. Le ministre Touré Momandou, je parle de lui parce qu'il est du Haut-Sassandra, il a mobilisé tous les militants dans le Haut-Sassandra pour nous permettre de nous inscrire, pour permettre à nos militants, à nos premiers votants, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parlons bien sûr du Haut-Sassandra, c'est là-bas que le président Thiam, président du PDC RDA, a mené sa tournée lors de cette opération de révision de la liste électorale. Quel sens donnez-vous à cette sortie dans votre région? Moi, je n'ai pas de sens à donner à une tournée d'un président d'un parti politique. C'est un signal fort qu'il envoie au RHDP. Il n'y a pas de signal. Nous, on connaît tous les signaux. Nous, on connaît tous les signaux. Ce n'est même pas un signal fort parce que ça ne nous concerne pas, ça ne nous dit rien. On n'a même pas senti sa présence dans le Haut-Sassandra. Nous, on n'a pas senti sa présence. On ne savait même pas qu'il était dans le Haut-Sassandra parce qu'on était préoccupés à mobiliser nos militants. Bien. Alors, le calendrier de révision de la liste électorale est parfois contesté par l'opposition ivoirienne. Êtes-vous pour un ajustement pour répondre aux préoccupations de tous? Écoutez. 23 jours. 23 jours, ça a toujours été comme ça. Si vous pensez mobiliser le plus grand nombre de... Nous ne sommes même pas encore à 500 000 personnes inscrites. Vous voyez? Alors, on nous avait dit, je ne sais pas, à tout vent,
que nous allons faire, ils allaient nous faire inscrire 4 500 000 électeurs. Cela dit aussi, les chiffres du RHDP sont faux parce que le RHDP vise des millions de personnes sur cette liste électorale, même si elle n'est pas terminée. Oui, mais attendons la fin, de l'opération. Et vous allez voir un peu ce qui va se passer. Et comment expliquez-vous ce manque d'affluence dans cette opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'il y a eu des révisions de la liste électorale, en 2015, en 2016, en 2018, en 2020, en 2022, nous sommes aujourd'hui, en 2024, à la 6e opération de la révision de la liste électorale. Et quand vous prenez globalement ces révisions, de 2015 jusqu'en 2022, nous avons eu seulement 3 400 000 électeurs qui se sont mobilisés pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie que simplement, quand on fait un ratio, il y a environ 230 000 au cours de chaque révision, il y a environ 230 000 électeurs qui se mobilisent pour aller s'inscrire sur la liste électorale. On atteint souvent le pic pendant les élections présidentielles. C'est tout. Pendant les élections présidentielles de 2020, nous avons eu près de 900 000 inscrits parce que les gens se sont mobilisés et ainsi de suite. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge de dire que pour ces élections, nous allons faire inscrire près de 4 500 000. Et ceux qui le disent, eux-mêmes ils constatent, aucun Ivoirien ne se mobilise. Il y a des bureaux de vote qui sont restés sans primo-votants jusqu'à présent. Où ils sont partis? Il ne faut pas crier des choses. Le RHDP est dans le concret. Le concret, c'est de mobiliser exactement nos militants pour aller les faire inscrire sur la liste électorale. Jusque-là, vous n'arrivez pas à mobiliser vos militants pour s'inscrire sur la liste électorale? C'est-à-dire que nous n'avons pas... Attendez le 10 novembre. Attendez le 10 novembre. Bien. Alors parlons maintenant de la réforme. Il y a des difficultés. Allez-y, allez-y. Oui, il y a quand même des difficultés. C'est que, moi, ce que je relève, c'est qu'au moment où nous sommes en train de faire les pièces de nos premiers votants, à ce même moment, on nous demande d'aller les faire inscrire sur la liste électorale. On leur demande d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. J'aurais souhaité qu'on nous donne un temps pour pouvoir permettre à nos militants à tous nos militants, à tous les Ivoiriens, d'avoir leurs pièces et puis maintenant ouvrir un délai pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Parce qu'en même temps que... vous rejoignez donc l'opposition politique ivoirienne qui souhaite une période encore plus longue? Pour qu'il y ait une période... Nous, ça ne nous gêne pas, je le dis, mais nous, ça ne nous gêne pas. Pour avoir une période plus longue, on doit sentir une mobilisation dans les bureaux voilà. On va maintenant parler de la révision du système électoral ivoirien, la réforme électorale tant souhaitée par l'opposition politique ivoirienne. Des voix s'élèvent pour une CEI indépendante parce que pour elle, la CEI n'est pas indépendante. Est-ce que le RHDP est-il pour ces réformes dont veut l'opposition ivoirienne? L'opposition, en tant qu'opposition, dira toujours que la CEI n'est pas indépendante. La CEI est une structure indépendante. Nous l'affirmons et le président de la commission électorale le dit tout le temps. Au niveau de la commission électorale, il y a tous les partis politiques. Il y a tous les partis politiques qui sont représentés. Mais pourquoi ces militants de ces partis qui sont dans la commission électorale à des fonctions plus importantes ne se fâchent pas et puis ne quittent pas le parti, ne quittent pas la commission électorale pour dire simplement, pour dire non, que la commission n'est pas indépendante. Ces partis estiment que le RHDP a plus de représentants que les autres partis de l'opposition ivoirienne. Écoutez, ce sont des êtres humains, ce n'est pas des représentants, c'est des êtres humains qui ont été cooptés à l'effet de faire partie de ces structures. Et si vous leur avez demandé leur carte de militant, et si vous ont pris leur carte de militant, ce n'est pas mon rôle. Non, je leur parle. Voilà, qu'ils partent demander leur carte de militant. Bien. Alors pourquoi ne pas élargir la commission électorale indépendante à plus de groupes de la société civile? Quel groupe, par exemple? C'est-à-dire enlever les partis politiques au sein de la commission électorale indépendante, laisser que la société civile. Vous pensez qu'il y a des sociétés civiles indépendantes, mais quand on parle... Toutes les sociétés civiles dans ce pays sont
accroché à un parti politique. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? J'ai les preuves. Allez-y, dites-nous. Toutes les sociétés civiles sont accrochées à des partis politiques. Dites-nous. Mais il y a une dame que vous invitez tout le temps ici. Elle fait partie d'une société civile, mais qui ne fait que brocarder le RHDP. Donc c'est pour dire que toutes les comment on appelle ça, toutes les sociétés civiles sont accrochées à des partis politiques. C'est clair. Si vous voulez. Donc même ceux qui sont à la CEI. Donc vous donnez raison à l'opposition ivoirienne. En disant quoi? Qui dit que les représentants de la société civile au sein de la CEI sont en réalité des proches du RHDP. Mais attendez, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Je suis en train de vous dire que chaque parti politique a ses représentants au niveau de la commission électorale. Si vous constatez que la commission électorale n'est pas indépendante, je ne sais pas si c'est ceux-là qui sont partis leur faire le compte rendu, mais s'ils constatent que la commission électorale n'est pas indépendante, mais qu'ils le disent. Alors nous allons maintenant parler de l'unité au sein de l'opposition politique ivoirienne. C'est un souhait de cette opposition-là. Le 14 juillet dernier, l'ancien président Laurent Gbagbo a lancé un appel, dit l'appel de Beaunois. Que pensez-vous de ce geste, cet appel de l'ex-président ivoirien? Moi, c'est un appel qui ne me dit rien du tout. C'est un appel inutile. De toutes les façons, vous avez vu un peu ce que ça a entraîné. Les partis politiques ne se sont même pas, de l'opposition, ne se sont même pas intéressés à cet appel-là. Le mouvement de Guillaume Soro a répondu à cet appel, GPS. Oui, bon, pour moi, le GPS n'existe plus parce que ça a été décidé comme ça. Moi, je suis un légaliste. Juridiquement, ça n'existe plus, mais voilà, il y a des militants. Oui, mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle des partis qui existent. Voilà. Je suis en train de vous dire que cet appel n'a pas été suivi par les partis importants. Et donc, c'est un appel vide de sens. Voilà. Et que pensez-vous du contenu de cet appel-là? Mais c'est vide. Bien. Alors, comment le RHDP compte-t-il maintenir son influence malgré une opposition ivoirienne qui travaille à son unité? Écoutez, nous venons des élections des conseils généraux il n'y a pas longtemps. Le RHDP a battu à plate couture le PDCI et le FPI PPACI dans les urnes, dans toutes les grandes localités de la Côte d'Ivoire. Dans le Haut-Sassandra, le PDCI et le PPACI étaient ensemble, mais le ministre Touré Mandou les a étalés. Dans le Cavali, le PDCI et le PPACI étaient ensemble. Ils ont été étalés par la ministre d'État Anne Désiré Ouleto. Dans Adiokwe, le PPACI et le PDCI étaient ensemble. Ils ont été étalés. À San Pedro, c'était la même chose, un peu partout. Donc l'unité de l'opposition, c'est une unité de façade qui ne nous dit rien. Le RHDP est un parti qui mobilise. Le RHDP a la confiance des électeurs ivoiriens. Parce que le président Alassane Ouattara a tenté de travailler de façon concrète au développement de la Côte d'Ivoire. Et ce développement, ça se ressent au sein des Ivoiriens. C'est ce qui est important. Les Ivoiriens sont fatigués des vendeurs d'illusions. Les Ivoiriens sont fatigués des vendeurs d'illusions. Mais Laurent Gbagbo et son équipe sont des vendeurs d'illusions. Alors bien sûr, parlant de Laurent Gbagbo, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Vous ne trouvez pas qu'il serait judicieux de mettre Laurent Gbagbo sur cette liste-là au nom de la réconciliation nationale? Non, mais Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Que Laurent Gbagbo s'adresse aux juridictions. Mais une loi d'amnistie aux juridictions. Si le président Ouattara prend une loi d'amnistie, sera pour résoudre le problème. Ce n'est pas le président Ouattara qui inscrit. Oui, ce n'est pas le président Ouattara qui inscrit les uns les autres sur la liste électorale. Vous voyez, on a été dans ce pays. Le président Ouattara a été exclu de tout. Il a été exclu de tout. Pourtant, il n'avait rien fait. Et les différents accords lui ont permis d'être candidat en 2010. Il a été exclu de tout, pourtant, il n'avait rien fait. Vous voyez? Laurent Gbagbo, lui aussi, a été acquitté par la Cour pénale internationale, même s'il est encore poursuivi par la justice ivoirienne. Oui, mais il est poursuivi. Donc, donnons le temps à la juridiction, aux juridictions nationales de régler ce problème-là. Mais il ne revient pas au président Alassane Ouattara. Il n'est pas un dictateur, c'est un démocrate. Les institutions de la République fonctionnent. Que Laurent Gbagbo s'adresse aux institutions de la République. Alors, bien sûr, parlons de démocratie. Vous avez dit que le président Ouattara est un démocrate. L'opposition affirme qu'une alternance serait bénéfique pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelle est votre réponse? Moi, ça me fait rire dans votre histoire d'alternance. C'est bien cette alternance. Vous voyez? Mais l'alternance, c'est quoi? En démocratie, c'est
la loi de la majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais l'alternance pour les uns, ils veulent que le président Ouattara ou bien le RHDP quitte le pouvoir pour qu'il vienne s'installer. Mais on va aux urnes. Quand on va aux urnes, si vous êtes majoritaire, vous gagnez. Mais si vous n'êtes pas majoritaire, vous perdez. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Si vous voulez une alternance, donc créer les conditions de l'alternance. Mais pourquoi ne pas créer des conditions également des élections apaisées en permettant à tous les leaders politiques de participer à ces élections? Mais qui a été exclu? Laurent Gbagbo ne pourra pas être Mais candidat. il n'est pas candidat, il sait pourquoi il n'est pas Soro en candidat. exil, Charles Blé Goudé Il également n'est pas poursuivi par la candidat justice parce qu'il ivoirienne. sait pourquoi il n'est pas candidat, c'est tout. Mais vous avez la majorité, autant ouvrir. Mais attends, ce n'est pas nous qui ouvrons. C'est-à-dire qu'on n'a rien fermé. Pour ouvrir, il faut fermer. Mais ce sont les actes des uns et des autres qui ne leur permettent pas de ne pas être sur la liste électorale. Bien. On est en Côte d'Ivoire ici. On n'est pas... nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Alors, est-ce que vous pensez qu'une éventuelle coalition de l'opposition politique ivoirienne pourrait changer la donne en 2025? Je suis en train de vous dire, si l'opposition veut que tous les partis se rassemblent, ça ne va rien changer. Je vous ai démontré tout à l'heure qu'ils se sont unis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais ils ont été battus. Nous sommes à 1 an des élections. C'était des élections locales, on va dire municipales, coupées régionales. Oui, oui. Mais ce n'est pas le même cas pour les présidentielles. On l'a vu en 2010, PDCI, RDA, MFA, UDPCI, RDR ont réussi à battre la LMP pour venir au pouvoir. Vous avez dit que ce sont les élections. Je suis en train de vous dire clairement qu'ils ont été battus, ils étaient ensemble, ils ont été largement battus un peu partout. Bien. Et c'est cette dynamique-là qui va se poursuivre et nous allons les battre encore dans les urnes. Bien. Honorable, quelles sont aujourd'hui vos relations avec vos ex-camarades du PDC-RDA? Mais on n'a pas de relation particulière, c'est tout. Moi, je suis au RHDP, je travaille pour que mon parti soit toujours au pouvoir. Et c'est ce que je fais tout le temps. Mais pourquoi cette inconstance politique? Vous ne trouvez pas que vous avez trahi le président Houphouët-Boigny en quittant le PDC-RDA? J'ai trahi qui? Le président Houphouët-Boigny. Mais le président, le RHDP, c'est un parti oufouettiste. Mais Houphouët-Boigny a laissé le PDC-RDA. J'ai dit le RHDP, c'est un parti oufouettiste. Et Alassane Ouattara est l'un de ses meilleurs fils qui travaille pour que Houphouët-Boigny soit toujours connu et pour que Houphouët-Boigny soit toujours vivant. Et donc, je suis venu au RHDP, le rassemblement des oufouettistes. Et puis, quand vous parlez de trahison, avec qui je m'étais assis dans ma maison pour dire, viens, on va signer des papiers, pour dire que je suis PDCI et que demain, je ne serai pas PDCI. Avec qui j'ai signé papier? Avec qui? C'est moi-même, moi, Gwali Dodo. Je me suis décidé d'appartenir à un parti politique qui était le PDCI. Et quand j'ai vu que le président Alassane Ouattara a en train de travailler, ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Comme je ne suis pas un imbécile. On parle des gros mots sur ces plateaux honorables. Non, je parle de moi. Je dis ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Comme je ne suis pas un imbécile, j'ai décidé de suivre la vérité. Et la vérité se trouve dans Alassane Ouattara. Et vous ne regrettez pas de votre choix? Je ne regrette pas parce que je suis heureux et fier. Bien. Alors nous allons parler maintenant d'un problème crucial pour les Ivoiriens, c'est la cherté de la vie. Quels sont les engagements concrets que le RHDP mène pour améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens? La vie est chère. La vie est chère. Il faut comprendre que cette affaire de cherté de la vie est un problème mondial. C'est un problème mondial. Tous les pays dans le monde connaissent cette cherté de la vie. À cause des guerres qui se passent un peu partout, à cause aussi du prix des matières premières un peu partout. Donc ce n'est pas un phénomène ivoiro-ivoirien. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais d'aucuns parlent de l'inaction du gouvernement ivoirien. Que répondez-vous à ces derniers? D'aucuns, ça c'est les opposants. Le président Alassane Ouattara... Même des Ivoiriens qui n'appartiennent pas à des partis politiques disent que rien n'est mené pour eux. Voilà, parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne suivent pas l'actualité. Et c'est pourquoi ils le disent. Ou bien ils le disent parce qu'ils font preuve de très mauvaise foi. Le président Alassane Ouattara a relevé les salaires des fonctionnaires. On est en Côte d'Ivoire, si vous le savez. On n'a pas besoin de le dire tout le temps. Mais tout le monde n'est pas fonctionnaire. Voilà. Moi, c'est dit que je ne suis pas fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Mais il crée des situations pour que, au niveau de l'emploi jeune, il crée des situations pour que les jeunes, avec le ministre Touré Mamadou, pour que les jeunes aient des moyens pour pouvoir faire leurs activités, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Le président Alassane Ouattara a relevé le salaire des fonctionnaires. Le président Alassane Ouattara a relevé le SMIC qui est passé aujourd'hui à 75 000 francs. Est-ce que vous pouvez vivre, vous, honorable, avec 75 000 en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Ça, c'est le SMIC. Oui, mais est-ce que vous pouvez vivre
vivre avec 75 000 à Abidjan. Mais celui qui est capable de vivre avec 75 000, il recevra 75 000 francs et puis il vivra à Abidjan. Bien. Voilà. Alors, quelle est votre réponse aux déclarations de certains économistes qui affirment que la cherté de la vie pourrait jouer contre le RHDP en 2025? Vous savez, c'est ce qu'ils disent. Aucun problème de cherté de la vie ne jouera contre le RHDP. Parce que nous avons des arguments pour pouvoir dire aux Ivoiriens quels sont véritablement les problèmes de la Côte d'Ivoire, pour les soulager. Et le président Alassane Ouattara le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Il soulage les Ivoiriens. Il leur permet d'avoir, un niveau de vie décent en revalorisant leur salaire. Et ce qui a été fait. Aucun président, depuis que la Côte d'Ivoire est créée, aucun président ne l'a fait. C'est seulement Alassane Ouattara qui a pu le faire pour les Ivoiriens. Et puis, il ne l'a pas fait sous pression. Parce que lui-même, il sait que les Ivoiriens ont besoin de tout ça pour pouvoir vivre convenablement. Il ne l'a pas fait sous pression. Et donc, qu'on arrête de dire des choses qui n'existent véritablement pas. Donc, pour vous, la situation est bien gérée par le gouvernement actuel? La situation est très bien gérée et il y a encore certainement des efforts à faire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a encore des efforts à faire pour que les Ivoiriens ressentent tout. Vous voyez, la cherté de la vie, tout ce qui se passe, tout se trouve à travers les réalisations que nous faisons, les routes qu'on fait. Il y en a qui vendent des voitures en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ils prennent les routes pour aller à Dabou. Les routes qu'on fait, c'est pour que les Ivoiriens soient... Ça impacte véritablement la vie des Ivoiriens. Les goudrons qu'on ne mange pas, mais qu'on utilise tout le temps, c'est fait pour que les Ivoiriens soient dans de très bonnes conditions. Vous voyez? Donc, le président Alassane Ouattara continue de réfléchir, et son gouvernement continue de réfléchir sur ce qui doit être fait pour les Ivoiriens. Et vous allez voir bientôt d'autres mesures pour pouvoir arranger les Ivoiriens. À présent, le dernier tableau de notre interview, candidature de Jean-Luc Bion. On profitera également pour parler de Tidiane Thiam, président du PDC-RDA. Quel est votre avis sur la candidature annoncée de Jean-Luc Bion la semaine dernière? C'est un Ivoirien militant du PDCI qui a décidé d'être candidat. Et c'est une bonne chose que j'apprécie. Un candidat qui pourra bousculer le RHDP. Non, il vient aussi du Nord. On sait que le Nord, c'est une grande base pour le RHDP. Le Nord, le Nord comme l'Ouest, comme l'Ouest, ce sont des bases du RHDP. C'est clair. Mais ce que je veux dire, Jean-Luc Bion, au niveau du PDCI, si je m'arrête au niveau du PDCI, c'est la légitimité. Jean-Luc Bion incarne la légitimité au PDCI contre celui qui est venu usurper le pouvoir au PDCI. Qui? Tidiane Thiam? Tidiane Thiam. Bien. Alors, pensez-vous que cela renforce ou divise davantage l'opposition, notamment le PDC-RDA, cette candidature de Jean-Luc Bion? Moi, ça ne me concerne pas. Que le PDCI soit divisé ou rassemblé, ça ne me dit rien. Je suis en train de vous dire que la candidature annoncée de Jean-Luc Bion est une candidature de la légitimité contre l'usurpation. Bien, hein, certains disent que Jean-Luc Bion incarne le renouveau sur la scène politique ivoirienne. Que répondez-vous à ces derniers? Mais c'est leur avis. C'est leur avis. C'est leur avis. Et vous ne craignez pas? Mais on n'a pas à craindre. Ce sont les militants qui votent. Ce sont les militants qui votent. Nous avons le plus grand nombre de militants pour voter pour notre candidat, le président Alassane Ouattara. La donne pourrait changer avec la révision de la liste électorale. Mais jusqu'à présent, vous le dites tout à l'heure, personne ne se bouscule. Ils crient, ils nous disent qu'ils ont 4 500 000 électeurs à faire inscrire. Jusqu'à présent, rien. Vous avez aussi dit d'attendre que l'opération finisse. C'est nous qui sommes sur le terrain et c'est nous. Non, on se voit sur le terrain. On a vu Tidiane Thiam sur le terrain également chez vous dans le Haut-Sassandra. Non. C'est-à-dire que Tidiane Thiam n'est pas parti mobiliser ses électeurs. Comme il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il profite d'une certaine situation pour aller visiter un peu certaines villes, pour se faire connaître, c'est tout. C'est une opération pour dire que je suis avec vous, c'est tout. Mais voilà, c'est pas ça. Alors, honorable, est-ce que le RHDP pourrait envisager une alliance avec un candidat comme Jean-Luc Bion en 2025? Nous avons au RHDP, c'est un parti qui est organisé. Ce sont les structures du RHDP. C'est au plus haut niveau que ces situations-là se décident. Sinon, quand nous, on va en guerre, on compte sur nos propres forces. Et je peux vous dire que le RHDP est très armé pour gagner les élections. Même si on n'a pas... On va dire armée électorale, c'est ça? Mais on est très armé. On est très armé. On a le plus grand nombre de militants. On a le plus grand nombre de militants, des militants dévoués, des militants acquis
à la cause de notre président qui vont nous faire gagner. Et quelle lecture faites-vous de l'arrivée de Tidjane Thiam sur la scène politique ivoirienne, notamment à la tête du PDCI-RDA, parti auquel vous avez été militant durant de longues années et même ancien porte-parole? Ouais. Moi, je me suis déjà prononcé là-dessus. Ça ne me dit rien du tout. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Et je l'ai dit, je le répète, voilà, il est arrivé à la tête du PDCI. Si ça arrange les militants du PDCI, c'est leur droit d'être contents qu'il soit là. Voilà, nous, ça ne nous influence guère parce qu'il ne représente totalement rien sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Il a un bon réseau à l'international, hein? On ne devient pas président quand on passe son temps à faire des selfies avec, je ne sais pas, Macron, quand on passe son temps à faire des selfies avec, je ne sais pas qui encore, George Bush ou bien qui. Ce n'est pas ça. Réseau international. Alassane Ouattara a eu des réseaux et il est devenu président. Effectivement, il a comme Thiam. Non, je veux dire qu'il a également travaillé pour les Ivoiriens avant, sous Henri Konan Bédié. Il a traversé toute la Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à tous les Ivoiriens au plus profond de la Côte d'Ivoire. Il a pris combien d'années pour faire ce travail? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas parce qu'on est retraité, parce qu'on a été chassé à la tête d'une banque. On ne vient pas pour dire qu'on vient prendre le pouvoir comme ça. Ça ne se fait pas aussi facilement. Est-ce que vous pensez que la candidature de Tidjane Thiam pose un défi réel et direct au RHDP? Aucun défi. En quoi? Je suis en train de vous dire qu'il ne représentait rien sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Même au PDCI, les gens commencent à douter. Douter pourquoi? À douter de lui, de cette candidature, à douter de lui, parce qu'ils ont compris que c'était une véritable gaffe. Est-ce qu'il n'a pas la qualité et les capacités pour diriger la Côte d'Ivoire? En tout cas, demandez aux militants du PDCI, ils vont vous le dire. Mais vous le connaissez mieux également, vous avez été militant du PDCI-RDA. Je suis en train de vous dire que ce monsieur, je ne le connais pas, il a fait 24 ans hors du pays, il est venu brutalement s'incruster. Et pour terminer, il vous avait même nommé, pendant que vous êtes militant du RHDP, comment vous réagissez face à cette nomination? C'est une hérésie totale. C'est pour dire que le monsieur, il connaît rien de ce pays. Et il m'a nommé, il a même nommé des morts, comme je vous l'ai dit en son temps, il a même nommé des morts, des gens qui sont décédés depuis près de 4 ans, 5 ans, ils ont été nommés. Il ne maîtrise même pas l'appareil du parti. Voilà, c'est tout. Merci à vous, honorable Basile Junior Gwali-Dodo, d'avoir répondu à notre question avec franchise. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que vous êtes coordonnateur régional adjoint RHDP dans le Haut-Sassandra et ancien porte-parole du PDCI-RDA aussi, hein, ancien secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des enseignants. Effectivement. On espère vous revoir très prochainement sur notre plateau pour un débat avec d'autres personnalités. Écoutez, je suis prêt à débattre avec n'importe qui et je souhaitais que vous invitez M. Brendoumi ou M. Kone Katina. Voilà, justement, nous avons lancé une invitation. Cela fait maintenant plus d'un mois au PPACI pour un débat avec l'honorable Gwali-Dodo. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu gain de cause, mais nous allons relancer ces personnalités pour un débat. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi la première partie de cette émission. On fait juste une courte pause. On revient juste après pour la suite. De retour de la pub, nous sommes dans la seconde partie de cette émission dans laquelle nous parlons bien sûr de Jean-Luc Bion, candidat déclaré à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, je suis avec Guy Tressia, journaliste et conseiller en communication. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Tout à votre honneur. Et Dr Ousmane Chérif, analyste politique, membre du bureau exécutif de la JPDCI et président du REMENSI. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Alors tout d'abord, quelle lecture faites-vous de cette candidature annoncée officiellement depuis le nord de la Côte d'Ivoire par Jean-Luc Bion? Tout d'abord, Cédric, je voudrais, à titre introductif, rappeler que normalement, dans un parti organisé, le linge sale se lave en famille. Quand il y a des dissensions, les dissensions restent en interne jusqu'à ce qu'elles soient à un niveau où elles ne peuvent pas être contenues en interne. Nous sommes en train de débattre aujourd'hui d'une dissension interne du PDCI, c'est-à-dire d'une élection précipitée, d'une déclaration de candidature précipitée de la part de M. Jean-Luc Bion, parce qu'en réalité, il y a une partie de son camp qui ne respecte pas réellement la discipline du parti. Et c'est ce qui nous amène sur ce plateau à débattre de ce sujet. Cette déclaration de candidature nous pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que la déclaration dit, et je le cite, « Je déclare ma candidature
à l'élection présidentielle de 2025 et non à la convention. Ces mots, ce sont exactement les mots qu'il a utilisés. Et ce sont des mots qui sont précipités parce que nous n'en sommes pas encore là. Et ce sont des mots qui sont encore dans le mauvais timing parce que nous sommes actuellement en période de révision de la liste électorale. Vous savez, quand vous voulez que certaines personnes aillent vous voter, ben, il faut d'abord mobiliser des gens pour être sur la liste électorale pour que ces personnes-là aillent vous voter. Donc d'abord, monsieur Jean-Luc Billon est dans le mauvais timing pendant que les autres sont sur le terrain en train de se battre pour mobiliser des personnes sur la liste électorale. Monsieur Jean-Luc Billon trouve que c'est le moment d'annoncer une candidature, non pas à la convention, je cite ces mots, à l'élection présidentielle de 2025, ce qui est vraiment contraire à l'esprit du parti. Bien. Alors, M. Tricia Guy, candidat à la présidentielle et non à la convention, c'est ce qu'on a entendu. Et puis, il y a également la question du mauvais timing choisi pendant que nous sommes en pleine révision de la liste électorale ivoirienne. Comment réagissez-vous, en grosso modo, face à cette réponse de Dr Ousmane Chérif? Bon, merci. Je voulais d'abord lever l'équivoque pour dire qu'il n'y a pas de dissension au sein du parti. C'est l'animation démocratique d'un parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas une indiscipline qui règne actuellement au sein du parti? Quand on critique le président... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Quand on dit que Billon est indiscipliné, mais que le conseil de discipline soit saisi par le secrétariat, si on ne l'a pas saisi, si le secrétaire n'a pas saisi le conseil de discipline pour sanctionner Billon, il est toujours délégué. Est-ce que la voie choisie par Billon est-elle légitime? Justement, je voulais vous dire une chose, c'est que, à la vérité, on ne s'improvise pas candidat et on n'improvise pas une ambition. Une ambition, ça se construit. Et Jean-Luc Billon, depuis 2018, s'est construit un coffre pour aller à la présidentielle. Ça, c'est un pas. Donc ça veut dire que depuis 2018, il s'est mis dans la tête, il s'est formaté pour aller à la conquête du pouvoir. Deuxième élément. Lorsqu'on dit que c'est trop tôt et qu'il n'a pas dit qu'il est candidat à la convention, mais je vais lui demander, quand il va dans son village, là, c'est au nord, d'accord? Mais il dit je vais par exemple à Odéné. Il ne dit pas que je vais passer par Yamoussoukro, Boaké avant d'arriver là-bas. L'enjeu, c'est la présidentielle. Donc il dit il est candidat à la présidentielle. Maintenant, comme il s'est mis dans la tenue... Et s'il n'est pas désigné par la convention, à la convention du PDC-RDA? On avisera. Mais pour l'instant, pour tout ce qui me remonte de la base, et ce qui effraie ses adversaires, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ralliements à GLB. Bien, beaucoup de ralliements. Dr Ousmane Chérif, réaction sur... non, mais déjà, ce que M. Tricia dit est en contradiction complète avec les textes du PDC-RDA. Et c'est ce que nous choque. Quand nous regardons dans le camp, les textes du parti. L'article 95 nous dit que la désignation, je vous lis l'article pour ne pas que ça soit... l'article 95 dit que la désignation des candidats aux élections d'État doit se faire par une élection primaire, sauf en cas de consensus. Nous étions au Congrès. M. Jean-Luc Billon est arrivé, à peine il a fait quelques heures, il est parti. Quand vous voulez agir dans un parti politique, mais qu'est-ce que vous faites? Vous participez aux activités du parti politique. Il est arrivé au Congrès à Yamoussoukro, moi j'y étais. Il a fait à peine quelques heures, il est parti. La troisième résolution du Congrès, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 3 de la résolution qui met le mandat du Congrès, qu'est-ce qu'il dit au président? Le président élu est le candidat du parti à la convention pour l'élection présidentielle 2025. Le Congrès a déjà fait consensus sur une candidature. Normalement, le président Thiam même, si on devrait respecter les textes, le président Thiam avait la possibilité, le parti avait la possibilité de dire qu'il n'y aurait pas d'élection primaire puisque dans le texte, dans l'article 95, on nous dit sauf consensus. Monsieur Jean-Luc Billon n'a pas participé totalement au Congrès. Il est parti. Monsieur Guy, c'est très ça, je ne sais pas s'il y était, mais monsieur Jean-Luc Billon n'a même pas duré au Congrès. Et les résolutions du Congrès, normalement, elles sont exécutoires. Elles sont exécutoires. D'aucuns disent que ce congrès a décidé que Thiam soit candidat à la convention. Bien sûr. Et non à la présidentielle. Il faut différencier les élections primaires. La convention, elle est dite une convention d'investiture. C'est ce qui est écrit dans les textes. Je vous lis encore l'article 93. L'article 93 dit ceci. L'article 93 dit ceci.
Donc clairement, avant que vous vous retrouviez, Tidjane Thiam est déjà le candidat du PDCI RDA à la présidentielle. La désignation des candidats du parti à l'élection présidentielle est faite au cours d'une convention qui est dite convention d'investiture. Convention d'investiture. Et non les désignations. Et non des désignations. C'est une convention, on vient investir celui que les élections primaires ou le consensus a déjà désigné. Mais malgré cela, malgré qu'on avait la possibilité de sauter les élections primaires à cause du consensus que nous avons déjà eu à Yamoussoukro, malgré cela, dans un élan démocratique, ce monsieur merveilleux qu'est Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enjoint le porte-parole de déclarer le 18 septembre dernier qu'il y aura des élections à la convention. Il y aura des élections et tout le monde pourra y participer. Mais pendant qu'on est en train de faire une bataille sur la liste électorale, c'est à ce moment précis que M. Jean-Luc Billon trouve le moment opportun de venir déclarer sa candidature. Il rime à contre-courant du parti. Bien. Convention pour investir un candidat et non désigner un candidat. Voilà, ce sont les résolutions du Congrès. Est-ce que vous dites le contraire? Il faut qu'il lise textuellement l'article 93. Alors, on dit la désignation se fait au cours d'un congrès, d'une convention. Oui. C'est-à-dire, et c'est après qu'on investit, c'est au cours après les primaires, le candidat vainqueur, on l'investit. Donc les deux vont de pair. Ça, c'est un deuxième. Sauf consensus, article 95. Qu'est-ce qu'on appelle consensus? Le congrès extraordinaire n'a pas habilité à opiner sur autre chose que l'ordre du jour précis. Et il y avait un seul ordre du jour, élection du président. Tout le reste, c'est du saupoudrage. Tout le reste, c'est du saupoudrage. Ou bien c'est une arnaque, c'est tout. Donc la résolution du Congrès n'est pas... La résolution, elle n'avait pas lieu d'être faite. Mais elle a été prise de façon consensuelle. Je dis, selon les textes, le Congrès extraordinaire n'a pas habilité à lever des prérogatives à un autre organe. Donnez-moi l'article qui le dit. Donnez-moi l'article qui dit qu'en dehors de l'ordre du jour, toute autre décision qui est prise est nulle et non avenue. Donnez-moi un article dans le statut ou le règlement intérieur qui le dit. Ça n'existe pas, M. Christian. Excusez-moi, mais je vous dis que dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Oui. Ce qu'on appelle la jurisprudence. Dans notre habitude, on a l'habitude des élections en interne. Oui. Même l'article qu'il a lu dit s'il n'y a pas consensus. Mais on n'est pas allé chercher le consensus au Congrès extraordinaire. On est allé pour élire le président, point barre. Mais il y a eu consensus. Et c'est pourquoi, puisqu'il n'y a pas eu consensus, effectivement, il n'avait pas droit à consensus, on devait dire il est candidat à l'investiture de la présidentielle. Mais on ne peut pas dire qu'il est candidat à la convention. Ça veut dire qu'à la convention, il y aura, si possible, des candidats potentiels. C'est ce que dit la troisième résolution, mais qui n'a pas, pour moi, qui n'a pas lieu d'être parce que ce n'était ni dans l'ordre du jour, ni à chose. Voilà. Bien. Donc, alors, docteur, quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous voyez cette candidature annoncée de Jean-Luc Billon comme une candidature indépendante? Non, mais pour répondre en même temps à votre précédente question concernant une candidature indépendante, il faut savoir que les textes du PDCI, il faut être collé aux textes du PDCI. Les textes du PDCI sont clairs concernant les candidatures indépendantes. Tout militant du PDCI qui va en candidature indépendante s'expose à des sanctions qui vont de simples avertissements jusqu'à l'exclusion totale. Donc c'est clairement écrit dans l'article 128. L'article 128, toute candidature indépendante sera soumise au conseil de discipline et peut entraîner l'exclusion totale et définitive de M. Jean-Luc Billon. Donc ça c'est clair. Les textes du PDCI ont déjà résolu ce problème. Il ne devrait pas y avoir, pour tout militant discipliné, il ne devrait pas y avoir une candidature indépendante. Mais une chose sur laquelle je vais attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent actuellement. Si vous regardez quand M. Jean-Luc Billon lance sa candidature, qui soutient cette candidature en réalité? Le Patriote, qui est le journal officiel du RDR-RHDP, a titré « Et si Jean-Luc Billon était le bon cheval pour le PDCI ?» Vous allez à un match et c'est votre adversaire qui trouve le meilleur joueur dans votre équipe. Vous allez l'aligner. En réalité, regardez même les pages, regardez la communication qui est faite, soutenue par le RHDP. Vous avez vu dans cette première partie d'émission, M. Gwali Dodo dire que Billon est un bon candidat. Sidik. Vous comprenez? En fait, vous allez répondre. Bon. Non, je termine simplement en disant que je pense que M. Jean-Luc Billon a un autre agenda. Et tous ceux qui nous regardent, je voudrais que ceci soit noté. Au PDCI RDA, on a une tradition d'union
et de consensus. C'est une tradition qui est très ancienne. Et là, Et il y a la division qui est entre les nêtres au sein Oui, du parti. c'est une indiscipline, ce n'est pas une division. Quand on critique, quand on prend la parole pour parler, pour invectiver le président du parti, pour trouver que le président du parti, ce n'est pas une simple dissension démocratique, c'est une indiscipline. C'est parce que le président est tellement généreux, il a tellement une volonté de consensus, d'unanimité, qu'il n'a pas envie de sanctionner. Sinon, les textes sont clairs. M. Jean-Luc Billon, normalement, est dans l'indiscipline. Bien. Alors, Oui. quel argument, quels sont les arguments principaux de cette candidature de Jean-Luc Billon? Bien. Et puis, vous aurez l'occasion de rebondir également sur... Pardon? Vous avez l'occasion de rebondir sur sa réponse tout à l'heure. Mais quelle question vous avez posée tout à Quels l'heure? sont les principaux arguments qui fondent cette candidature de Jean-Luc Billon? Bon, comme je l'ai dit au départ, une candidature, ça ne s'improvise pas. Surtout, on peut l'improviser au niveau des élections locales, ça c'est possible. Mais au niveau de l'élection présidentielle, ça se construit. Et depuis 2018, Jean-Luc Billon se construit au fur et à mesure. Bien. S'agissant d'indiscipline et autres, mais je tombe des nues dans la mesure où il y a des structures qui peuvent saisir le conseil de discipline, qui sont là à regarder, et puis on ne dit rien. L'indiscipline là, c'est quoi? Est-ce que Guégué Madi était indiscipliné face à Bédié? Kakabé était indiscipliné face à Bédié? Fologo était-il indiscipliné face à Il Bédié? ne l'a pas insulté. Non, non, non. Mais dès l'instant qu'on te met en campagne pour quelque chose, il y a des choses qu'on critique. Dès qu'on rentre en campagne. Donc, du coup, lui, en tant qu'ancien secrétaire exécutif, il sait comment tout ça fonctionne. Non, il ne peut pas aller contre les textes. Mais les textes, il dit quoi? Il y avait 10 mois que le président est là. Logiquement, même si ce n'est pas dans les textes, il faut mettre en place un bureau politique. Parce que le problème, c'est quoi? Au niveau du PDCI, à chaque congrès ordinaire, il y a un bureau politique qui est formé. Oui. À chaque congrès ordinaire. Oui. Si tu as fait partie du congrès, à l'issue du congrès de 2002, tu es cité dans les membres du bureau politique. Et puis en 2013, tu n'es plus membre du bureau politique. Ça veut dire que tu es sorti, on peut rentrer et sortir. Et puis après, on peut te réintégrer. C'est le cas des choses de Thiam. Oui. Donc, je veux dire que le bureau politique, après une élection du président, qui a mis des nouvelles structures, d'ailleurs, son organigramme est déjà décrié parce que... Pourquoi? Je sais, les hauts représentants, oui. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dès l'instant où dans nos organisations, il y a ce qu'on appelle, on appelait les délégués départementaux communaux, les préfets du président. Oui. Dès l'instant que le préfet a quelqu'un au-dessus de lui qui est le haut représentant du président, le préfet devient sous-préfet. Et ça ne plaît pas aux délégués. Ça ne plaît pas aux délégués. Parce que moi, je suis terrain. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis terrain. Je viens de terrain par rapport à l'enrôlement. Je suis quitté à Gagnoua chez moi, parce que je vote chez moi au village. Donc, je suis sur le terrain. J'ai fait du go au Lodjibois avant et puis je suis allé saluer. Voilà. Alors, comment interprétez-vous la popularité de Jean-Luc Billon parmi certains secrétaires de section du PDCI comme Adabakala? Bien. Je veux dire que Jean-Luc Billon, c'est... Si le PDCI ne l'a pas choisi, le PDCI n'aura pas de candidat en 2023. Ça, c'est clair. Ça, c'est une menace ou c'est... Non, je n'ai pas dit que c'est une menace. Oui. Il y a des choses qui militent à cette faveur. Pourquoi? Parce que moi, je suis journaliste. Il y aura un empêchement des candidatures des autres, c'est ça? Je dis et je répète encore, si Thiam aime le PDCI, qu'il s'aligne derrière Billon pour aller prendre le pouvoir. Parce que les deux, que ce soit Ouattara, que ce soit Thiam, ils ont les mêmes parrains. Je pense que c'est clair. Ils ont les mêmes parrains. Les deux ne peuvent pas s'affronter dans une élection. Apparemment, voilà. Non, mais ce que M. Tricia vient de dire est très clair. Il est en train de nous dire clairement qu'il se peut que la candidature de Thiam soit rejetée par le RHDP et qu'on veut positionner Billon. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non, il a dit clairement. Est-ce que c'est ce que vous dites? Vous l'avez pas entendu entre les lignes. Il dit, si Jean-Louis Billon n'est pas candidat en 2025, le PDCI n'aura pas de candidat. Alors qu'on sait très bien qu'au Congrès,
on a choisi le président Tidiane Thiam comme étant le candidat à l'élection présidentielle. Donc là, parce qu'il y a une rumeur déjà qui court depuis un moment, qu'en fait, on veut utiliser des articles de loi pour écarter... Il a plutôt parlé de réseau à l'international, que le président Ouattara et Tidiane Thiam auraient les mêmes réseaux. Oui, mais ça n'empêche pas les deux que les deux soient candidats. Aller candidater à une élection. Est-ce qu'il y a un article de loi qui dit quand vous avez les mêmes réseaux, vous ne serez pas candidat? Ça n'existe pas. En fait, cette phrase, elle est symptomatique de ce que nous pensons. Nous pensons qu'en réalité, il y a un plan qui est B qui est déjà mis en place. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre le patriote attitré en grand que Jean-Luc Billon est le bon cheval pour le PDCI. Mais c'est de bonne guerre, mon ami. C'est de bonne guerre que votre opposant le plus farouche vous met en avant. Vous pensez que si jamais c'était un candidat sérieux... Alors, en quoi cette candidature de Jean-Luc Billon pourrait affaiblir le PDC-RDA ou renforcer la cohésion? Non, vous savez, c'est pour ça que le président Thiam, à travers le porte-parole, a dit qu'il y aura une élection à la Convention. Nous savons depuis très longtemps que à la Convention, le président Thiam va gagner. Ça, c'est une évidence. Gagner avant les élections? Non, il va gagner à la Convention, aux élections primaires, si c'est organisé. Je veux dire, mais je vais poser avant ces élections primaires, qui n'ont pas encore eu lieu. Il est important que dès maintenant... Qu'est-ce qui vous dit que Thiam gagnera ces élections primaires? Vous savez, quand on organise un parti politique, on l'organise sous un certain leadership. Depuis l'arrivée du président Thiam, moi qui suis secrétaire aux affaires extérieures de la JPDCI, nous voyons tous les jours des gens venir prendre leur carte de parti simplement à cause de l'aura de ce monsieur. Nous voyons des gens se mobiliser à l'international. Moi, j'étais en Angleterre récemment. Des gens se mobiliser à l'international. Pourquoi? Parce que simplement, le nom Thiam, ça les parle. Vous pensez que tous ces gens qui sont en train de se mobiliser, là, quand demain on va leur dire que c'est un autre candidat qui est choisi, ils auront le même courage? Donc, moi, je pense que c'est clair. Le président Thiam a dit qu'il y aurait une élection. On sait qu'il va perdre. On sait que M. Jean-Luc Billon va perdre. Non, mais tout ce que je demande, il faut que M. Jean-Luc Billon, dès maintenant, clarifie sa position. Est-ce que s'il perd lors de la convention, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'on lui pose cette question, il répond exactement. Il a dit que si Jean-Luc Billon n'est pas candidat, le PDC-RDA n'aura pas de candidat. Non, mais qu'est-ce que lui, Jean-Luc Billon, il fera s'il perd à la convention? Il n'a pas répondu à cette question. Et j'aurais aimé que, de façon officielle, qu'il nous réponde. À la fois M. Jean-Luc Billon comme M. Tressa. Toutefois, nous avons lancé une invitation à Jean-Luc Billon pour une interview. On espère je vous demande, lorsqu'il va vous répondre qu'on avisera, nous voulons simplement que vous lui posiez la question, est-ce qu'il va respecter l'article 128 de notre statut, notre règlement intérieur, qui dit clairement que les candidatures indépendantes sont interdites? Bien. Voilà. Alors, M. Tressia, en quoi cette candidature de Jean-Luc Billon pourrait renforcer la cohésion au sein du PDC-RDA? Bien. En fait, pour l'instant, pour ce que je sais, parce que moi je suis un homme de terrain, nous on est tous... Lorsqu'on parle d'aujourd'hui, ils vont faire 4 choses extraits de naissance pour aller enrôler en 23 jours quelqu'un. Nous on a dépassé ça au niveau de la région du Gor. Parce que le député Gikawe, depuis 2019, il s'emploie à ça. Donc ce n'est pas d'actualité. Gikawe qui lui fait beaucoup de silence maintenant depuis l'arrivée des Thiam. Oui, mais si on ne donne pas la parole... Comment expliquez-vous? Il était présent au meeting de Soubré, vous l'avez vu? Je reviens à votre question. Non, mais il était présent au meeting de Soubré, vous l'avez vu? Allez-y, répondez à la question d'abord. Donc, pour la cohésion d'une association se fait dans l'application de ces textes. C'est le garant des choses. Or, aucunement, ça embête, la candidature de Billon n'est pas encore en dehors des textes. Parce que c'est dans quelques moins de 365 jours que la présidentielle va avoir lieu. Il va attendre le parti pour annoncer sa candidature. Oui, mais il annonce sa candidature à la convention. Non. Mais là, il a dit à l'élection présidentielle. Non, j'ai dit, quand moi je vais à Boaké, je ne dis pas qu'il passe par Yamoussoukro. Mais pourquoi il n'a pas dit clairement? C'est ce que moi j'ai dit. Je vais à Boaké, c'est l'objectif qu'on annonce. Et non pas le chemin pour atteindre l'objectif qu'on annonce. Le chemin, c'est pourquoi il s'est mis au siège départemental au niveau des choses de Dabakala. Mais c'est pour ça aussi que les termes exacts existent. Il n'a pas dit qu'il est candidat à la convention. Je suis candidat à la présidentielle de 2025. Je dis, s'il voulait être candidat indépendant, il n'allait pas se mettre en tenue PDCI. 2, il n'allait pas le faire au siège du PDCI départemental. Parce que là-bas, ce sont ses parents. Et il a invité le personnel politique du PDCI. C'est devant eux et ses parents qu'il a annoncé sa candidature. Mais c'est la phrase qui est importante. La phrase là, je dis, on annonce l'objectif, mais on n'annonce pas le chemin
la chose est empruntée pour atteindre l'objectif. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller à la présidentielle, que vous voulez passer par élection à la base des secrétaires de section avant d'arriver à la présidentielle, mais ça à vous de voir. Nous, on dit, on va à cette convention pour gagner. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que moi, j'ai un homme de terrain. Voilà. Docteur Ousmane Chérif, pourquoi la candidature de Tidjane Thiam semble-t-elle préférée par certains membres du PDC-RDA que celle de Jean-Luc Bion? Non, mais clairement, les deux, avec tout le respect que j'ai pour l'honorable Jean-Luc Bion, il n'y a pas vraiment photo entre M. Jean-Luc Bion et le président Thiam, hein, sur tous les plans. M. Jean-Luc Bion qui réclame aujourd'hui cette candidature comme étant une récompense, quand il est arrivé au PDCI, ce n'est pas un militant des premières heures. C'était comme si on devait récompenser un militant qui aurait milité depuis 1960. Jean-Luc Bion est rentré en Côte d'Ivoire en 1995. Jean-Luc Bion a quitté le gouvernement RHDP, le gouvernement en 2017, pour revenir au PDCI. Donc ne faisons pas comme si on est en train de récompenser quelqu'un qui a fait comme il le dit, c'est une candidature de devoir, comme si c'était un militant ancien. Monsieur Bredoumi qui est là, il est militant PDCI depuis ses premières heures. Lui aussi, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Il a la capacité de le faire. Monsieur Nyamien Yao, militant des premières heures, ancien, il a la capacité de dire que je peux aussi être président de la République. Donc tout cela, on fait taire leur ego parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, la politique, c'est l'appréciation du moment. Actuellement, on a un candidat. Depuis 25 ans que le PDCI a perdu le pouvoir, on n'a jamais été aussi attractif, on n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et aujourd'hui, on utilise, comme on a utilisé KKB en 2020, on utilise quelqu'un pour venir imager une petite division, pour venir faire un semblant de division au sein du parti. Qui utilise Jean-Luc Bion? Non. C'est la question qu'on se pose. Vous savez, quand il y a un verre dans le fruit, au départ, on ne voit pas le verre. C'est au fur et à mesure que le verre se découvre. Nous disons clairement que la façon dont Jean-Luc Bion s'est comporté depuis le départ, ce n'est pas forcément maintenant. Je vous dis, quand le président Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI, il a invité Jean-Luc Bion le 12 février à une rencontre. Jean-Luc Bion était à l'étranger, il n'est pas venu. Le 14 février, il n'est pas venu. Il a appelé M. Jean-Luc Bion pour une rencontre formelle par rapport à l'organisation du secrétariat exécutif. M. Jean-Luc Bion a dit qu'il était à l'étranger. Quand il viendrait, il ferait signe. Il n'a jamais fait signe au président Thiam. Lorsqu'on l'a mis dans le secrétariat, on l'a reconduit à son poste de secrétaire exécutif en charge de l'entrepreneuriat et de la promotion des PME, du secteur privé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Donc depuis longtemps, M. Jean-Luc Bion est à l'extérieur du parti. Son objectif, ce n'est pas de fédérer les militants. Parce que même s'il est candidat demain à la convention, qui va le voter? Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Bien. Alors, Tressia Guy, on se demande qui votera Jean-Luc Bion, à la convention? Est-ce qu'il a un gros soutien des coordonnateurs Il n'a qu'à organiser la convention, on va voir. C'est la première fois un président du parti du PDC va perdre la convention. Moi, je sais de quoi je parle. Non, Jean-Luc Bion ne va pas aller en indépendant. Il va avec l'appareil du PDCI. Et ça, je suis convaincu. Lequel appareil du PDCI? De Dabakala? Bon, ça, c'est vous qui voyez ça. Nous, on voit l'appareil du PDCI. C'est pourquoi on dit on va à la convention. Mais comme nous, on sait qu'on va gagner la convention. Ça, c'est clair. Il a échoué à mobiliser les gens en 2023 à Dabakala chez lui-même. Le PDCI a eu 9% au municipal 2023. Le PDCI, monsieur le délégué départemental qui était chargé de mobiliser Dabakala pour le candidat du PDCI, il a eu 9% Mais l'élection municipale n'est pas l'élection présidentielle. Non, je veux dire que déjà, un monsieur qui a des difficultés à mobiliser dans sa zone, c'est pas ce monsieur-là qui va mobiliser. Allez-y. Je vais lui répondre. Répondez pour dire que, sans faute, allez-y. Quand on a un leader charismatique dans une région, avant de faire les choix des candidats, on le consulte. Comme dans le GO, on ne peut pas choisir un candidat sans consulter Djikawi. Donc, parce qu'on ne l'a pas consulté, il n'a pas mobilisé. J'ai fini. Lui, il avait un candidat à proposer au PDCI. Le PDCI a refusé. Donc lui, il a pris son candidat et c'est lui qui le met à Donc il est indiscipliné. C'est parce qu'il mobilise, qu'il prend même un candidat indépendant, qu'il soutient et puis le gars gagne. On risque d'avoir le même schéma à la présidentielle aussi. On pourrait avoir le même schéma à la présidentielle s'il n'est pas désigné aussi. Ce qui fait peur aux adversaires de Bion, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu d'élection. Non, mais clairement, il vient de nous dire que M. Bion est un indiscipliné. Mairie de Dabakala, que ça soit député de Dabakala, que ça soit président du Hambol, que ça soit la chambre de commerce où il y avait de gros sous en jeu. Mais il a tapé les patrons, les anciens patrons, les venus des tout jeunes. Il les a battus, il n'a pas coûté. Donc ils ont peur d'aller aux élections. Jean-Luc Bion n'a jamais dit qu'il va en indépendant. Bien. Moi personnellement, je suis un militaire discipliné. Moi, je suis un militaire discipliné. Si je soutiens Jean-Luc Bion, c'est qu'il est dans le schéma du PDCI.
Maintenant, si au PDCI, on le rejette, comme on dit, les disciplinaires, on veut le chasser, les RMN qui ont tenté de saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil des choses de discipline pour le sanctionner, pour dire que les sanctions, donc, on refuse la candidature, c'est des jeux malsains. C'est des jeux malsains. Bien. Dieu merci que le Conseil de discipline a été inspiré. Il y a la question du timing. Nous sommes en pleine révision de la liste électorale. Oui. Il annonce sa candidature à la présidentielle. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça divisera? Non. Ça risque de diviser les voix du PCRDA. Jean-Luc Bion a une équipe. Jean-Luc Bion a une équipe. Ses équipes sont sur le terrain. Comme Tidantiam également. Bon, moi, lui, il peut aller sur le terrain. Mais est-ce que vous savez, c'est parce que ce qui les tue, c'est que Jean-Luc Bion ne dit pas dans la presse ce qu'il fait sur le terrain. Voilà le problème. Et ils savent pas faire photo dans le centre des choses. Jean-Luc Bion a fait, il allait visiter des centres d'enrôlement aussi. Il a visité des centres d'enrôlement. Il a visité quand? Je peux te montrer. Jean-Luc Bion, ses activités sont publiées sur ses pages. Il n'a jamais dit qu'il allait mobiliser pour Merci. Quand il est allé dans un marché, quand il est allé dans un marché, pour aller faire ses courses, il a publié sur sa page. Merci. Donc ne nous dites pas qu'il fait des activités. Dernière question, docteur Il a recensé qui ont Je dis. Dernière question. où il a recensé. Guy Tressia, merci. Non, donnez-moi juste le lieu où il a recensé. Merci, vous aurez une question tout à l'heure. Dernière question pour vous. Quel compromis pourrait apaiser la division interne au PDC-RDA? Disons, pas une division, mais qui pourrait naître avec cette candidature de Jean-Luc Bion, déjà, pour éviter les divisions sinon. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le président Thiam est un président qui est très démocratique. Et il le répète souvent, je veux l'union, je ne veux pas l'unanimité. L'union au PDCI, il y a plusieurs avis concernant l'attitude de l'honorable Jean-Luc Bion. Il y a plusieurs avis. Je rappelle que l'article 111, qui parle des sanctions disciplinaires. Je vais vous lire juste une petite partie. L'article 111 On donne va aller rapidement, juste les causes pour sanctionner quelqu'un. La première des causes, c'est atteinte à l'unité du parti. La deuxième des causes, c'est insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Et la troisième des causes, c'est refus d'accomplir une tâche sans raison valable qui est donnée par le parti. En somme, pour éviter les divisions, il faut respecter les textes du parti. Respecter les textes du parti, justement, c'est ce que nous disons. C'est que la convention aura lieu. Pourquoi aller invectiver le président du parti? Le président est une institution. Le président est un organe à lui seul du parti. Aller dire dans la presse que le président ne fait rien depuis qu'il est élu. Aller invectiver le président sur toutes les chaînes de télévision. C'est ce que vous déplorez. Ça fait partie de la désunion. Normalement, il tombe sous le coup de l'article 111 qui dit atteinte à l'unité du parti. Vous devez avoir soit un avertissement et on peut même aller jusqu'à l'exclusion temporaire. Merci, Dr Ousmane Chérif. Dernière question pour vous, Guy Tressia. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour apaiser les divisions internes au PDC-RDA? Bon. Vous avez que 15 secondes. Oui, bon, en fait, pour moi, c'est que les deux se parlent. Mais dans le processus, moi, je propose que Bion soit le candidat. Ils vont antiquer. Ils se sont déjà parlé. J'ai dit, ils vont antiquer Bion, le candidat du PDCI, et José Thiam est son vice-président. Bien. Voilà ce que je propose. Place maintenant à la prochaine rubrique, le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités feront des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Dr Ousmane Chérif. Alors j'adresse ce carton rouge à tous les diviseurs du PDCI RDA, surtout dans les groupes WhatsApp. Lorsqu'on publie une activité du parti, lorsqu'on publie les activités du président Tidiane Thiam, il y a toujours des personnes qui viennent en dessous avec des commentaires pour diviser, pour désunir notre beau parti. Donc la tradition du PDCI, ça a toujours été une tradition d'union, ça a toujours été une tradition de dialogue sans qu'on invective, sans qu'on insulte. Et ces insultes-là que nous voyons sur notre président, ça ne déshonore pas seulement que le président Tidiane Thiam, ça déshonore tout le PDCI RDA. Donc je vous adresse ce carton rouge en vous demandant gentiment d'arrêter d'invectiver dans les groupes WhatsApp, d'arrêter de créer la désunion, parce que ce PDCI RDA, là, c'est notre parti. Après, tous ces présidents vont passer, mais le parti va rester. Donc, il ne faut pas ternir l'image du parti auprès de la classe politique. Bien, Guy Tressia, réaction sur ce carton rouge, si vous en avez, bien sûr. Bien. Ceux qui invectivent aujourd'hui, la plupart sont des nouveaux militants. Sinon, un bon militant discipliné, demandez-lui, si une fois il est invectivé... Mais il n'a pas dit donc, je veux dire qu'un militant éduqué, un militant, c'est les nouveaux militants, les jeunes qui sont arrivés, c'est eux qui se disent politiciens et qui veulent donner des ordres à tout le monde. Effectivement, ça c'est vrai. Bien. M. Guy Tressia, dans le groupe WhatsApp, n'invective pas. Voilà. Mais une grande majorité des gens qui suivent le ministre Jean-Luc Bion insultent le président Thiam sur le groupe WhatsApp
Et ça, c'est vraiment connu. Merci Guy Tressia, votre carton rouge maintenant. Bon, je donne ce carton rouge au PDCI par rapport à l'opération de l'enrôlement. Il ne s'agit pas d'aller se promener dans les centres d'enrôlement. Il s'agit de donner les moyens aux secrétaires de section, aux délégués, pour aller travailler et faire le travail. On ne peut pas aller faire des photos dans un centre de santé pendant que... Imaginez-vous tout dernièrement, à Mao, quand il est quitté dans le district des montagnes, mais il y a des délégués qui ont dit que nous, on n'a pas de moyens pour aller pour travailler. Mais donnez-leur les moyens. Mais il leur a donné combien quand il est allé là-bas? Il a donné combien à Diokwe? Il a donné combien à le Cavali? C'est ça. Il faut donner les moyens. Donc, les délégués et le personnel politique, ils ont besoin de moyens pour pouvoir enrôler les gens. Et non pas des visites qui ne produisent rien. Sauf que c'est juste pour faire de la com. Bien, docteur Ousmane, réaction rapidement, non, 45 je veux juste informer mon grand frère, il est membre du bureau politique du PDCI, que le PDCI RDA n'a pas encore reçu normalement la subvention étatique qu'on donne à tous les partis politiques. Jusqu'à présent, le PDCI RDA ne l'a pas reçu. Quand le président mobilise les fonds, quand il va mobiliser les fonds à l'étranger, ce sont les mêmes qui viennent dire il est tout le temps parti, il a besoin du terrain. Alors que le parti a besoin de fonctionner avec des fonds. Et nous, on a commencé à fonctionner. À la JPDCI, le dimanche passé, nous étions à Bobo, on a fait du porte-à-porte, on a eu des personnes, on a recensé des gens, on a envoyé des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Donc, on n'a pas besoin de grands milliards pour pouvoir travailler. Mais ce que je dis à tous les délégués qui nous écoutent sur ce plateau, je voulais vous dire simplement que le président Tidiane Thiam actuellement, le PDCI n'a pas reçu la subvention étatique. Le président Tidiane Thiam fait du maximum qu'il peut pour que chacun ait un peu pour pouvoir circuler. Faisons déjà notre effort et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont aller dans le meilleur sens. Merci. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 23 343. Vous voyez, 23 000. il y a la jeunesse, Boaké. Enfin, 23 343 jeunes Ivoiriens ont bénéficié à juin 2024 dans la région du Gbeke des initiatives d'insertion professionnelle mises en place par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique pour un coût total de plus de 2,183 milliards de francs CFA. Quel commentaire en tant que jeune faites-vous sur ces chiffres? Écoutez, moi, j'ai toujours contesté l'enfumage que fait le ministère de l'Emploi des Jeunes. On voit beaucoup de chiffres, peu de personnes qui, dans la réalité, nous témoignent avoir bénéficié de tout cela. Donc, nous restons toujours dubitatifs sur l'ampleur des chiffres et l'ampleur des milliards que communique ce ministère-là. Je rappelle que c'est ce ministère-là qui est chargé de la coordination de la gestion de 1 milliard par jour qui a été accordé par le président de la République. Et jusqu'aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui vont nous écouter à travers cette chaîne de télévision, qui vous diront qu'ils ne savent pas où sont passés les 1 milliard par jour de l'année 2023. Bien, Guy Tressia, réaction là-dessus. Que pensez-vous de cette initiative du gouvernement? Bon, moi je pense que je m'aligne sur son commentaire. Parce qu'en général, les pouvoirs tronquent toujours les chiffres. C'est comme dans la guerre. Le pouvoir en face, celui qui parle à sa faveur. C'est ça. C'est comme ça. Donc, nous avons vu dans la crise, il y a eu en 2010, on dit il y a eu 4 FDS qui ont été tués à Bobo. Mais à la levée de corps, ils étaient 32. On voit également ce même cas avec les pays voisins lors des différentes attaques terroristes. C'est le même cas. Oui, bien sûr. Partout. Mais là, c'est l'emploi des jeunes. 23 343. Oui, c'est ce que je dis. Je dis même que c'est même peu. Vous ne trouvez pas que le gouvernement fait quand même des efforts? C'est que pour la région du Gbeke. J'ai dit c'est très peu pour la région du Gbeke. La région du Gbeke a combien de jeunes? Des millions de jeunes. Des centaines de milliers. C'est pas 23 000. Donc, j'ai dit millions. Non, millions, c'est un peu trop exagéré, mais des centaines de milliers. C'est-à-dire ça peut être 200 000, 300 000 jeunes. Mais pourquoi on vient dire 23 000? Ça ne vaut même pas 50 000. Pour Boaké, c'est trop peu. Encore si c'est vrai. Il faut encore des efforts. Et encore, si c'est vrai. C'est ça. Parce que peut-être que là même, c'est les 3 000 et puis ils ont mis 2 devant pour faire 23 000. Merci à vous, Guy Tressia. Je rappelle que vous êtes journaliste conseiller en communication. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très bientôt.
Sans faute, je suis Merci disponible. aussi à Dr Ousmane Chérif, analyste politique, président du RMNC, membre du bureau exécutif de la JPDCI. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. Prenez soin de ceux que vous aimez. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.